J'étais en train de tirer ma chaise quand Rebecca m'a donné un coup de talon, la faisant glisser sous moi. « Va à la cuisine », a-t-elle dit. Les enfants adoptés ne mangent pas avec leur vraie famille. Les fourchettes se sont tues. Puis un rire strident, cruel, a retenti. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas protesté. Je suis retournée à mon sac. J'ai sorti l'épaisse enveloppe que j'avais cachée pendant des semaines et je l'ai posée au milieu de la table. « Maman et papa m'ont laissé ça », ai-je murmuré. « Appelez vos avocats. On finira ça demain. » Et la façon dont chaque sourire s'est éteint dans cette pièce, ce n'était même pas le vrai début. « Bonjour, je m'appelle Leia Morgan. » Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai essayé de me convaincre qu'être l'enfant adopté de la famille Morgan n'avait aucune importance. Harold et Myriam, mes parents, ne m'ont jamais fait sentir différente. Mais leurs 3 enfants biologiques, Rebecca, Ethan et Nathalie, ont veillé à ce que je n'oublie jamais où, selon eux, j'avais ma place. En grandissant, ces rappels se manifestaient par de petites blessures. Lors des photos de famille, Rebecca, ma sœur aînée, se positionnait de telle sorte que je tenais à peine dans le cadre. Ethan, mon frère, riait et disait des choses comme « Ne t'inquiète pas, Ila. » Ce n'est pas comme si quelqu'un remarquerait que tu n'es pas des nôtres, Nathalie. Ma sœur cadette avait perfectionné ce sourire doux et condescendant que l'on arbore quand on est cruel, mais qu'on fait semblant de ne pas l'être. Et pendant tout ce temps, maman me prenait à part après coup, me caressait doucement le visage et murmurait « Tu es notre fille à tous les égards. » Papa me décoiffait, m'aidait à faire mes devoirs, assistait à tous mes récitals et à toutes les cérémonies scolaires comme si j'étais le centre de son univers. Leur amour était réel, solide, la seule chose qui me donnait le sentiment d'appartenir à cette maison. Puis vinrent les 6 mois qui m'ont brisé. Quand maman et papa sont tombés malades, je suis allée vivre chez eux sans hésiter. Je dormais sur des chaises d'hôpital inconfortables, je signais des piles de traitements et de factures, je parlais aux médecins, tandis que mes frères et sœurs m'envoyaient des textos sans conviction. Adrien, mon mari, s'occupait d'Ava et de Mason à la maison, en me disant « Fais ce que tu as à faire. Je m'occupe de nous. » Je n'oublierai jamais ça. Pendant ce temps, Ethan disait qu'il ne pouvait pas prendre le risque d'être exposé à cause de son travail dans la banque. Nathalie disait que les jumeaux avaient besoin d'elle. Rebecca disait qu'elle ne pouvait pas les voir comme ça. Alors, c'était moi, juste moi, chaque jour à peigner les cheveux de maman quand elle ne pouvait plus lever les mains, à murmurer à papa que tout irait bien, même si je savais que ce ne serait pas le cas. À leur tenir la main quand ils sont partis tous les 2 à quelques jours d'intervalle. Et puis, après les funérailles, des funérailles où mes frères et sœurs ont soudainement joué le rôle d'enfants dévoués, ils ont fait une annonce. Rebecca, avec sa voix impeccable et sa posture parfaite, a dit qu'elle voulait organiser un dîner de famille pour honorer maman et papa. Elle a même attribué des tâches. Ila, tu t'occupes de la cuisine. Tu as toujours été la meilleure pour faire les recettes de maman. Ethan a hoché la tête comme s'il s'agissait d'une réunion d'affaires. Nathalie a ajouté « Et peut-être apporter ces petits pains de la boulangerie près de chez toi. » Maman les adorait. J'aurais dû me douter du piège, des conversations à voix basse quand j'entrais dans une pièce. La façon dont ils agissaient comme si j'étais utile. Du personnel, pas de la famille. Leur façon d'éviter mon regard quand j'ai demandé le but de ce dîner. Pourtant, le chagrin vous fait espérer l'impossible. J'ai passé 3 jours à cuisiner les plats préférés de maman, à choisir une bonne bouteille de vin. Je n'avais pas vraiment les moyens de porter une robe. Elle disait toujours complimenter mon sourire. Je me disais, peut-être que ce dîner nous réunira. Peut-être que la perte apaisera les vieilles blessures. Mais quand je suis entrée chez Rebecca ce soir-là, belle, impeccable, froide, j'ai senti quelque chose dans l'air, un changement, une tension sourde sous les salutations polies, l'impression que je n'étais pas une invitée. J'étais la cible. En m'avançant dans la maison de Rebecca, un étrange silence m'a envahi, comme si j'entrais dans une pièce où tout le monde parlait de moi quelques secondes auparavant. La table était déjà dressée avec la vieille vaisselle de maman, les gestes que Rebecca avait tenu à conserver après les funérailles par nostalgie, même si elle était à peine venue ces derniers mois. Des bougies vacillaient. Une douce musique se faisait entendre. Tout semblait parfait. Trop parfait. « Lila, tu es en avance », dit Rebecca en lissant son chemisier tout en s'approchant de moi. Son sourire était crispé, poli. Comme une répétition. « Je voulais aider à tout préparer », répondis-je. « Tu en as déjà fait beaucoup », dit-elle en jetant un coup d'œil aux boîtes de nourriture que je tenais.
Pose tout dans la cuisine. On s'occupe du reste. On, pas toi, pas la famille. Eux. En passant devant la salle à manger, je perçus des bribes de conversation. Des voix basses, coupées nettes. La voix d'Ethan, puis celle de Nathalie, puis un silence pesant, lourd à craquer. Et lorsqu'ils réapparurent du couloir quelques secondes plus tard, leurs expressions étaient trop désinvoltes, trop lisses. Quelque chose clochait. Je repassais sans cesse en revue le moment de mon arrivée. Ethan me jetant à peine un regard avant de détourner les yeux. Nathalie jouant nerveusement avec son bracelet. Le regard insistant de Rebecca sur ses frères et sœurs, comme si elle vérifiait silencieusement s'ils étaient prêts. Prêts pour quoi? Dans la cuisine, tandis que je déballais toute la vaisselle que j'avais préparée pendant des heures, une douleur familière m'envahit la poitrine. Cette douleur que j'avais ressentie durant toute mon enfance, debout dehors, porte close, à entendre des rires provenant de pièces où je n'étais pas invitée, à regarder des photos de vacances mises en ligne sans moi, à réaliser que les traditions familiales se perpétuaient sans l'enfant adopté. Parfois, l'exclusion est si subtile qu'elle vous fait douter de vos propres souvenirs. D'autres fois, elle vous nargue ouvertement. Alors que je disposais les portions du rôti aux pommes et à la cannelle de maman sur un plat, un souvenir m'envahit avec une telle intensité que je pouvais presque sentir l'odeur de cannelle d'il y a des années. J'avais 11 ans, tenant une assiette de biscuits que j'avais préparée moi-même. Rebecca, Ethan et Nathalie étaient sur la véranda, profitant de la douce soirée d'été. Je leur avais demandé s'ils en voulaient un. Ils échangèrent un regard. Rebecca répondit « Bien sûr ». Mais en m'éloignant, je l'entendis murmurer « Elle en fait trop ». Ils rirent, comme ils riaient ce soir. De retour au présent, je regardais l'heure. 15 minutes avant le dîner. J'ai essuyé ma robe, pris une inspiration et suis retourné au salon où tout le monde était réuni. Rebecca et Nathalie chuchotaient près de la fenêtre. Dès qu'elles m'ont aperçu, leur conversation s'est interrompue. Ethan a ajusté ses manches, évitant mon regard comme si la culpabilité pesait lourd sur ses épaules. J'ai tenté de détendre l'atmosphère. J'ai aussi apporté la tarte aux pommes de maman. Celle qu'elle m'a apprise à faire. Le sourire de Rebecca m'a coupé. Parfait. Tu pourras la servir plus tard. Serre-la. Ne la partage pas. Serre-la. Ce ton de Madame Moncasu. D'Angloden, quelque chose dans leur voix, leur posture, leur politesse calculée, tout cela sonnait faux, comme s'ils attendaient le moment opportun pour laisser tomber leur plan. Ava et Mason n'étaient pas là pour me distraire de leur bavardage. Adrienne n'était pas là pour me serrer la main et me dire que tout irait bien. J'étais seule. Entourée de gens qui m'avaient donné l'art de me faire sentir comme une étrangère sans jamais prononcer un mot. J'essayais de me rappeler pourquoi j'étais venue. Parce que je voulais croire en la famille. Parce que je voulais croire que le chagrin pouvait adoucir la cruauté. Parce que j'avais passé 6 mois à me démener pour que maman et papa soient confortables dans leurs derniers jours. Et peut-être que cela comptait aussi pour eux. Mais alors que je m'asseyais prudemment, silencieusement, je vis Rebecca me regarder. Pas chaleureusement, pas comme une sœur, mais comme quelqu'un qui vérifie que le piège est bien enclenché. Je sus alors que ce qui allait suivre ne serait pas de la bienveillance. Le dîner commença comme souvent les catastrophes, calmement, poliment, chacun faisant semblant que tout allait bien. Rebecca prit place en bout de table, celle qu'occupait maman, et plia sa serviette avec la même importance qu'elle s'était accordée. Ethan servait du vin comme s'il organisait une réception d'entreprise, et non une cérémonie commémorative familiale. Nathalie lissait sans cesse sa robe, jetant des coups d'œil à tout le monde comme si elle attendait un signal. Je m'assis au fond de la table, à la place restée libre après qu'il se soit installé. J'essayais de l'ignorer. J'essayais de respirer. Pendant les 10 premières minutes, la conversation fut anodine. Ethan parlait du travail. Nathalie parlait de ses jumeaux. Rebecca évoquait le jardin de sa mère, omettant opportunément de préciser qu'elle ne l'avait jamais arrosé. Mais rien dans cette pièce ne semblait authentique. Chaque sourire paraissait forcé. Chaque histoire semblait récitée. J'ai apporté la vaisselle. J'avais passé des jours à préparer les plats préférés de maman, et Rebecca a applaudi légèrement. « Oh, bien, Hila. Tu peux commencer à servir. » Servir? Pas me joindre à eux. J'ai ravalé ma salive, bien sûr. En me déplaçant autour de la table, j'ai remarqué qu'aucun d'eux ne me faisait de place.
Pas une chaise n'a bougé, pas une main ne s'est tendue pour m'aider. J'ai posé les assiettes devant eux tandis qu'ils continuaient leur conversation comme si j'étais une employée, comme si ce dîner n'était pas censé être celui qui honorait les deux personnes qui m'aimaient plus que tout. À mi-chemin du repas, Ethan s'est raclé la gorge avec cette condescendance qu'il avait au lycée. Puis, il a dit, « Puisque nous sommes tous là, peut-être devrions-nous parler de la maison. » Rebecca a acquiescé. « Et les bijoux de maman ? Il y a des pièces de valeur. Il faudrait qu'on trouve une solution. » Nathalie ajouta, « Et les placements ? Il vaut mieux qu'ils restent dans la famille. » Ma fourchette resta figée à mi-chemin de ma bouche. La famille. Il l'affirmait sans gêne, sans hésitation, comme une évidence, une loi naturelle. Rebecca se pencha en avant, la voix douce et mielleuse. « On veut juste être pragmatique, Ila. Je suis sûre que tu comprends. » J'ai compris beaucoup de choses à cet instant, comme le fait que les sourires de tout à l'heure n'étaient qu'un leurre. La conversation anodine n'était qu'une mise en scène. Le dîner, une mise en scène. Je posai ma fourchette. « Qu'est-ce que vous insinuez exactement ?» Nathalie prit une inspiration, préparant son ton faussement compatissant. « On sait tous que papa et maman t'aimaient, Ila. Mais légalement, eh bien, l'héritage revient généralement aux enfants biologiques. C'est comme ça que ça marche dans une famille. » Une famille. Ethan acquiesça. « On ne te déshérite pas. On dit juste que la majorité doit rester là où elle doit être. Là où elle doit être. » L'atmosphère se fit pesante. Quelque chose en moi, ce dernier espoir fragile, se brisa net. « Tu es sérieuse ?» murmurai-je. Rebecca inclina la tête, un petit sourire en coin, celui qu'elle arborait enfant, réapparut. « Ne sois pas dramatique. Tu peux garder les objets sentimentaux, une photo ou deux. Mais la maison, les comptes, c'est la moindre des choses. » Et c'en fut tout. Un silence s'installa dans ma poitrine, un calme si profond qu'il semblait d'une clarté absolue. Je repoussai doucement ma chaise. Ethan haussa un sourcil, perplexe. Nathalie se mordit la lèvre. Le sourire de Rebecca s'estompa légèrement. Je me levai et me dirigeai vers la cuisine. Il pensait sans doute que j'allais pleurer, me retirer ou disparaître, comme il m'y avait habitué pendant des années. Au lieu de cela, je pris mon sac, glissai ma main à l'intérieur et serrai entre mes doigts l'épaisse enveloppe, celle que maman m'avait glissée dans la main quelques jours avant de perdre connaissance, celle que papa avait signée d'une main tremblante, celle que j'avais gardée précieusement pendant des semaines, attendant le moment où ils me révéleraient enfin leur véritable identité. Je me suis retournée et suis retournée dans la salle à manger avec un calme que je ne me reconnaissais pas. Rebecca fronça les sourcils. « Lila, où es-tu » Je ne répondis pas. Je me suis avancée au centre de la table, là où trônait la belle vaisselle de maman, et j'ai laissé tomber l'enveloppe avec un bruit sourd et précis. Le son résonna dans la pièce. « Qu'est-ce que c'est » demanda Ethan, la voix tendue. Je les ai regardés un à un dans les yeux. « Maman et papa m'ont laissé cette lettre, » dis-je. « Appelle tes avocats. On se voit demain. » Silence. Un silence de mort. Puis, soudain, ce qui m'attendait sans que je m'en rende compte, la panique. Brutale. Visible. Délicieuse. Ethan se décomposa. Nathalie serra son verre de vin entre ses doigts, comme si elle allait le laisser tomber. Le sourire de Rebecca se figea, puis se brisa. « Ila » murmura-t-elle. « Qu'est-ce que tu as fait » Je me penchai légèrement en avant. « Qu'est-ce que tu m'as forcé à faire » Sans un mot de plus, je pris mon sac et sortis de la maison, laissant derrière moi leur silence stupéfait, comme la fumée d'un incendie que j'avais enfin allumé. Le lendemain matin, la ville semblait d'une luminosité irréelle, trop lumineuse pour ce qui m'attendait. Je n'ai presque pas dormi, repassant la nuit dernière en boucle dans ma tête. Les rires, l'insulte, l'enveloppe qui s'est écrasée sur la vaisselle, leurs visages livides. Adrienne me conduisit au cabinet d'avocat, sa main posée sur la mienne tout le long du trajet. « Tu ne leur dois rien, » dit-il doucement. Je le savais, mais une partie de moi, une paix douce et obstinée, souhaitait encore qu'ils aient fait un autre choix. Le cabinet d'avocat se trouvait dans une rue calme du centre-ville, ses hautes fenêtres captant les premiers rayons du soleil. En entrant, j'ai eu un mauvais pressentiment. C'était le moment, celui pour lequel mes parents m'avaient préparé, celui que mes frères et sœurs feignaient de ne jamais voir arriver.
La réceptionniste nous a conduits dans une longue salle de conférence. Une table en bois sombre, des fauteuils en cuir, un mur de diplômes encadrés, et, assis là comme si les lieux leur appartenaient, Rebecca, Ethan et Nathalie. Clara, la femme d'Ethan, une redoutable avocate d'affaires, était assise à côté de lui, vêtue d'un tailleur qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Eric, le mari de Nathalie, avait une pile de tableurs financiers devant lui et tapotait nerveusement son stylo. Rebecca était assise seule, les mains crispées, les jointures blanchies. Aucun d'eux ne me regardait. Arthur Sullivan entra quelques instants plus tard. L'avocat de nos parents depuis plus de 20 ans. Cheveux gris, voix calme, une expression qui en disait long. Il salua Adrien, puis se tourna vers. « Ila, tes parents parlaient très bien de toi, surtout vers la fin. » Cette phrase me fit l'effet d'une caresse entre les omoplates. J'acquiesçai, peinant à garder mon calme. Sullivan ferma la porte, s'assit en bout de table, ouvrit un épais dossier et le silence se fit. Nous sommes réunis pour examiner le testament d'Harold et Myriam Morgan. Rebecca se redressa. Ethan croisa les mains. Nathalie fit la moue. Sullivan les regarda droit dans les yeux avant de poursuivre. Je crois savoir qu'Ila a présenté une lettre hier. Avant de commencer, je tiens à clarifier un point. Il fouilla dans le dossier et en sortit un document scellé. Vos parents ont écrit plusieurs lettres privées avant leur décès. Celle qu'Ila a partagée est authentique et correspond aux modifications qu'ils y ont apportées il y a 8 mois. 8 mois. Juste au moment où leur santé a commencé à décliner. Rebecca prit la parole la première, la voix tendue. Monsieur Sullivan, nos parents ne nous auraient jamais exclus. Il doit y avoir un malentendu. Il n'y a pas de malentendu, répondit-il simplement. Il ouvrit le testament. L'intégralité du patrimoine Morgan, maison, épargne, placement. Tous les biens et actifs assurés devaient revenir à leur fille, Léla Morgan. Un silence de mort s'installa. Même le bourdonnement du climatiseur sembla s'immobiliser. Sullivan continua de lire les termes juridiques, mais je ne voyais que le changement, le choc électrique, lorsque tous les regards dans la pièce se tournèrent vers moi. Non pas avec bienveillance, ni avec compréhension, mais avec une incrédulité si vive qu'elle frôlait la fureur. Ethan fut le premier à craquer. « C'est absurde !» s'exclama-t-il. « Nous sommes leurs enfants biologiques. Ils ne laisseraient pas tout à... » Il s'interrompit, mais le mot résonna. À elle, à l'adopter. Clara se pencha en avant. Nous aimerions consulter les dossiers médicaux datant de la signature de ces modifications. Il se peut qu'il y ait eu une altération des facultés. Sullivan leva la main. Harold et Myriam ont tous deux été évalués et jugés aptes par 2 médecins. La voix de Rebecca se brisa. Non, non, il ne nous ferait pas ça. Il nous aimait. Ils vous aimaient tous, dit doucement Sullivan. Mais ils m'ont dit quelque chose de très précis. Puis-je vous le dire? Il me regarda. J'acquiesçai. Sullivan lut une note manuscrite dans le dossier. Nos enfants sont devenus adultes et ont leur propre vie. Mais Ila est celle qui ne nous a jamais quittés. Non par obligation, mais par amour. Elle s'est occupée de nous quand personne d'autre ne le faisait. Nous voulons lui offrir la sécurité qu'elle nous a toujours apportée. Nathalie se prit la tête entre les mains. Ethan ricana. Et alors? Elle les garde quelques mois et elle hérite de tout. C'est absurde. Je sentis quelque chose se durcir en moi. Une chaleur sourde et constante. 6 mois, dis-je doucement. 6 mois d'hôpitaux, de paperasse et de nuits à dormir sur des chaises. Où étiez-vous? Ils ne répondirent pas. Sullivan poursuivit. Vos parents ont également ajouté une clause concernant les contestations du testament. Ethan se pencha en avant. Quelle clause? Si un bénéficiaire tente de le contester, il perd tout droit aux photos de famille, aux objets de famille, aux effets personnels, aux souvenirs et aux biens de valeur sentimentale. Tout sera donné à une association. La panique fut instantanée. Rebecca sentit son souffle se couper. Il donnerait la bague de maman. Les médailles de papa si une contestation était déposée. Sullivan confirma. Nathalie me fixa, les yeux rouges. Léla, tu ne laisserais pas ça arriver, n'est-ce pas? On a grandi ensemble, quand même. Vraiment? Demandai-je.
Parce que mes souvenirs d'enfance avec toi sont bien différents des tiens. Ethan frappa à la table du poing. Vous ne pouvez pas nous exclure. C'est notre héritage. Héritage. Ma voix resta calme. Vous n'étiez pas là. Pas une seule fois. Vous aviez tous des excuses, et moi, je les voyais s'effondrer jour après jour. Eric parla doucement, presque en s'excusant. On a des difficultés financières, il a. Le crédit immobilier. Je secouai la tête. Ne me faites pas porter le chapeau. Clara se pencha vers moi, la voix tranchante. Juridiquement, on peut encore invoquer l'abus de faiblesse. Les circonstances. Sullivan referma le dossier avec un bruit sourd. On ne peut pas invoquer l'abus de faiblesse quand le bénéficiaire n'était pas présent lors des modifications. Ila n'était même pas dans le bâtiment quand ils ont fait ces changements. Le choc sur leur visage. C'est à ce moment-là que le rapport de force a basculé. La voix de Rebecca s'est faite plus basse qu'un murmure. Alors, c'est vraiment fini. Non, j'ai dit que cette partie est terminée. La suite dépend de vous. Nathalie semblait désespérée. Que voulez-vous de nous? J'y ai réfléchi. J'y ai vraiment réfléchi. Les insultes, l'exclusion, les années passées à être traitée comme une invitée, jamais comme une fille, les rires d'hier soir, la façon dont il prenait plaisir à m'humilier. Ce que je voulais était simple. Je veux la paix, ai-je finalement dit. Mais je ne négocierai pas avec les souhaits de mes parents. Ils ont fait leur choix. Et vous aussi. Ethan s'est levé brusquement. Très bien. On verra s'il y a un recours légal. Sullivan l'a interrompu. Une dernière chose. Vos parents ont laissé un dernier message privé pour Ila. Il m'a tendu une petite enveloppe. Je l'ai ouverte lentement. À l'intérieur, une seule ligne écrite de la main de ma mère. Tu as toujours été à nous. Maintenant, laissez-nous prendre soin de toi comme vous avez pris soin de nous. Ma gorge s'est serrée, ma vision s'est brouillée. Pour la première fois depuis leur décès, je me suis autorisée à ressentir le poids de leur amour. Non pas un fardeau, mais un don. Quand j'ai levé les yeux, mes frères et sœurs me regardaient avec un mélange de ressentiment, de regret et une sorte de peur. Je me suis levée. C'en est fini. Je me suis dirigée vers la porte, la main crispée sur la poignée. Derrière moi, la voix de Rebecca tremblait. Ila, attends, s'il te plaît. J'ai marqué une pause, mais je ne me suis pas retournée. Tu m'as dit d'aller à la cuisine, ai-je dit doucement. Mais j'en ai assez de manger des restes. Je suis sortie de la pièce, les laissant exactement là où ils m'avaient laissé toute ma vie. Adrienne m'attendait dans la voiture quand je suis sortie du cabinet d'avocat. Et au moment où j'ai refermé la porte derrière moi, l'oppression que je retenais dans ma poitrine s'est enfin relâchée. Il a pris ma main sans un mot. Ce simple geste m'a fait craquer. Je me suis blottie contre lui, laissant couler les larmes que j'avais refusé de verser devant mes frères et sœurs. Ce soir-là, après qu'Ava et Mason se soient endormis, je lui ai dit Adrien, tout, chaque ligne du testament, chaque réaction, chaque tentative désespérée de récupérer quelque chose. Il écouta en silence, puis dit, ils t'ont perdu bien avant de perdre l'héritage. Les jours suivants furent chaotiques. Ethan appela en proférant des menaces. Nathalie se présenta 2 fois en pleurs à ma porte. Rebecca envoya des fleurs, des cartes, de longs messages sur des malentendus. Mais je maintins mes distances. Pour la première fois de ma vie, je ne m'excusais pas. Je ne me dérobais pas. Je vous pardonne, leur dis-je à chacun. Mais le pardon ne répare pas ce qu'on a détruit. Des semaines plus tard, dans un supermarché, je croisai Dana, l'assistante sociale qui avait accompagné mes parents dans leurs derniers instants. Elle me parla de 2 petites filles qui avaient tout perdu. Des sœurs de 4 et 3 ans, sans aucun parent prêt à les accueillir toutes les 2. Quelque chose s'ouvrit en moi. 8 mois plus tard, Leia et Hazel rentrèrent à la maison. Et la première nuit où je les bordais, Ava, lisant une histoire à l'un des maçons, lui offrant son ours en peluche préféré, je compris que j'avais enfin construit la famille que j'avais toujours méritée. 1 an après ce dîner, je me tenais sur le seuil de notre nouvelle maison, observant mes 4 enfants jouer à se courir après dans le jardin. Le rire d'Ava, vif et cristallin. Mason qui faisait semblant d'être un super-héros. Les petites Leia et Hazel qui serraient des poignées de pissenlit comme des trésors. Adrienne passa son bras autour de ma taille. Voilà, murmura-t-il, la vraie famille.
Et il avait raison. Ce n'est pas le sang qui m'a donné cette vie. C'est l'amour. C'est le choix. C'est le courage. Si vous avez déjà été mis à l'écart par ceux qui auraient dû vous protéger, vous n'êtes pas seul. Partagez votre histoire ci-dessous et abonnez-vous pour ne rien manquer.